Mais je pense que vous avez proposé de faire une classification de ces fistules au vu de votre expérience chirurgicale, classification qui devrait déboucher sur des attitudes thérapeutiques peut-être différentes. En effet, pour les enfants, nous avons fait une classification pour les enfants de moins de 5 ans, puisque là nous avions observé que ces enfants, ils avaient des lésions tout à fait particulières donc du périnée, et que les attitudes chirurgicales devraient être conséquentes, éviter de faire plus mal quand ces enfants arrivent avec des lésions. Et donc, nous avions fait une classification de 5 types de lésions. Et pour les enfants de moins de 5 ans, le premier type, c'est lorsque tout simplement il y a des abrasions, donc ce sont des ecchymoses périnéales, qu'il n'y a pas une atteinte musculaire. Le deuxième type, donc, c'est le type où il y a une atteinte musculaire, donc cutanée et musculaire. Et dans les deux types, déjà, l'humain peut être détruit ou non. Mais il n'y a pas une atteinte sphinctérienne. Et le troisième type, là, il y a une atteinte donc, du sphincter anal. Et donc, les enfants ont non seulement des lésions cutanéo-muqueuses, mais également la déchirure donc, du sphincter anal. Et le quatrième type, on a une atteinte qui intéresse également le mécanisme de clôture vésicale avec des déchirures au niveau de l'urètre et qui entraîne donc des incontinences urinaires. Et le cinquième type, c'est toutes ces lésions, plus ou moins, il y a toujours une pénétration du Douglas avec protrusion des organes, donc protrusion intestinale ou de l'épiplon au niveau du vagin. Et donc cette classification a un but thérapeutique, donc clinique, thérapeutique, mais aussi médico-légal. Parce qu'en fait, nous avions observé que lorsque ça se passait dans des milieux reculés, il y avait des gestes qui étaient posés et qui, à la fin, étaient des gestes beaucoup plus dangereux pour les futurs de ces enfants. Et nous avions voulu classifier et proposer une prise en charge thérapeutique. Et cette prise en charge thérapeutique, pratiquement, nous conseillons de faire la chirurgie, donc faire des sutures, lorsque, bien sûr, si ça saigne et que vous êtes sur le lieu, il faut faire l'hémostase. Mais étant donné que ces enfants sont violés dans des conditions septiques, souvent, lorsque on essaie de se précipiter pour suturer, ça s'infecte et donc après, on a constaté que pour ces enfants, le périnée était embirré, le vagin était cartonné et que leur avenir sexuel et peut-être même obstétrical peut être mis en cause. Par contre, lorsque des enfants comme ça, on donne la prévention par les ARV, la prévention du VIH, SIDA, on donne une antibiothérapie et on fait le bain de siège par le permanganate de potassium, tout simplement, jusqu'au stade 1, donc le type 1, 2, donc tant qu'il n'y a pas une atteinte des sphincters, souvent, en fait, vous arrivez à nettoyer ces plaies, ces infections, et souvent, en fait, ça reprend, ça bourgeonne et ça cicatrise sans qu'il y ait donc une fibrose qui se crée au niveau du vagin. Et lorsqu'il y a une atteinte, donc il y a déchirure des sphincters, là, effectivement, la chirurgie est démise et nous faisons la réparation en fonction du niveau des lésions en utilisant la technique des Musset qui est très très bien connue. Et si pour le type 5, lorsqu'il y a une perforation
donc du Douglas avec protrusion des intestins, de l'épiplomb, nous avons besoin de pouvoir faire un bilan lésionnel par laparoscopie. Et c'est là où intervient en fait la phase où il faut absolument faire une laparoscopie pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la cavité abdominale, et éventuellement suturer, faire un lavage de la cavité péritonéale pour éviter une péritonite, puisqu'on a vu même des cas qui développent après une péritonite. Et ça permet en fait d'avoir une attitude qui est tout à fait bien codifiée et que nous diffusons auprès des hôpitaux périphériques. Et donc dans les cas les plus difficiles, notamment de perforation digestive, colorectale, où vous êtes amené à faire de temps en temps des colostomies, je suppose? Oui, nous avions pratiqué des colostomies lorsqu'il y a des perforations, absolument. Mais par exemple, aujourd'hui, lorsque nous avons des fistules qui sont déjà constituées et par voie laparoscopique, en fait, nous avons pu aussi codifier un traitement que nous trouvons aide beaucoup les patientes. C'est-à-dire que là, et pour toutes nos patientes, on répare ces fistules hautes sans faire la colostomie. Sans faire de colostomie. Et de toute façon, on a de bons résultats. Donc, premièrement, c'est lorsque on a des lésions qui est une communication entre le vagin et le rectum, et donc c'est que la fibrose n'est pas importante. Souvent, lorsque nous n'avons pas la fibrose qui va jusqu'au niveau du sphincter, au niveau du sphincter externe, nous limitons à faire tout simplement une suture donc vaginale, une suture du rectum, et on arrête là par voie laparoscopique. On n'a jamais eu besoin de faire de colostomie. Lorsque la fibrose est beaucoup plus importante, mais qu'il y a une partie saine du rectum qui reste, là nous faisons une anastomose colique. Et enfin, pour des cas où il n'y a pas du tout de cloison recto-vaginale, où c'est une fibrose importante, donc la fibrose va jusqu'au sphincter, et que on mobilise donc l'ensemble du rectum, et puis on fait la technique de pull-through. Et chez les jeunes filles, on a constaté par exemple que le sphincter était toujours, dans ces cas, était très bon, et donc lorsque on descend le côlon, elles sont continentes, et donc nous les soignons par ces trois façons de faire. Mais on le fait bien lorsque vraiment on le fait par voie laparoscopique.